Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, ravi de vous retrouver. C'est une semaine décisive qui s'ouvre à l'Assemblée. Après presque un mois de consultation, le Premier ministre Sébastien Lecornu va révéler son jeu, abattre ses cartes budgétaires. Une déclaration de politique générale, scrutée de près par les oppositions qui brandissent déjà la menace d'une censure. En première ligne dans cette bataille du budget sous haute tension, vos députés, élus ou réélus l'an dernier après la dissolution. 4 d'entre eux, de différentes tendances et départements, vont débattre sur ce plateau. Dans un instant, quelles mesures pour le pouvoir d'achat, où trouver les milliards nécessaires et comment s'entendre pour adopter le budget de la France sans 49.3, comme l'a annoncé le Premier ministre. Alors que la colère sociale monte, nouvelle journée de mobilisation jeudi dernier, nos équipes ont rencontré des manifestants qui s'adresse directement à mes invités. Je souhaite interpeller les députés sur la justice sociale et la justice fiscale. On est dans un monde où il y a de plus en plus de millionnaires, voire même de milliardaires. Et à côté de ça, il y a de plus en plus de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça et qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Augmenter le SMIC, oui, ça c'est sûr. Diminuer les charges sociales des salariés. Je suis préoccupée par l'âge de départ de ma retraite et j'aimerais savoir si vous alliez revenir sur l'âge de départ avant 64 ans. Est-ce que vous avez conscience de la colère en ce moment ? Voilà pour ces interpellations pour le moins directes qui appellent des réponses tout aussi directes de mes 4 invités. Bonjour Anne-Laure Blin. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Je vous en prie, député Les Républicains du Maine-et-Loire. Stéphane Buchou, bonjour. Bonjour à vous. Député Renaissance, le parti macroniste en Vendée. Bonjour Mathias Tavel. Bonjour. Député Insoumis de Loire-Atlantique. Et bonjour Fabrice Roussel. Bonjour. Député socialiste également de Loire-Atlantique. Je précise, comme vous l'aurez remarqué, qu'il n'y a pas de représentant du Rassemblement national sur ce plateau, puisque notre région est l'une des seules, avec la Bretagne, à ne compter aucun député du RN. On l'a entendu dans ces paroles de manifestants très directes, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations. Alors on va ouvrir le débat avec ce sujet, puisque le vote du budget, c'est aussi l'occasion de porter des choix en la matière. Anne-Laure Blin, je commence par vous. Une mesure concrète que vous allez défendre en faveur du pouvoir d'achat. En fait, vous parlez du pouvoir d'achat, mais moi je préfère parler de la revalorisation du travail. Parce qu'en fait, ce que vous avez diffusé, qui est issu de la manifestation de jeudi, j'imagine, n'est pas véritablement représentatif de la France. Jeudi, on avait droit à la France qui manifeste, la France qui bloque. Et face à cette France, il y avait la France courageuse, la France qui travaille. Et cette France qui travaille, si vous étiez allé la trouver dans les entreprises, si vous étiez allé parler aux salariés, aux saisonniers, aux chefs d'entreprise également, ils vous auraient répondu qu'ils préfèrent aujourd'hui avoir des véritables mesures en faveur de la valorisation du travail qu'ils fournissent. Alors votre mesure concrète pour valoriser le travail ? Eh bien, la vraie mesure aujourd'hui, c'est de favoriser un écart, très clairement, entre la France qui travaille et donc les salaires qui sont le fruit du travail des Français et les revenus de l'assistance. Parce qu'aujourd'hui, l'assistanat est beaucoup trop important dans notre pays. Beaucoup d'allocations sont versées de manière très diverse. Pour les téléspectateurs qui nous écoutent, pour bien comprendre, les mesures en faveur de ceux qui travaillent, comme vous dites, c'est quoi? C'est augmenter le salaire net, de quelle manière? Eh bien, c'est effectivement à la fois créer ces vraies différences entre l'assistance et le travail. Et puis ensuite, il y a un autre sujet dont nous allons certainement reparler, c'est la fiscalité. On va en parler dans un instant, mais oui, mais ça fait partie aussi de des mesures qu'il faut porter parce que on verra sur le plateau que la gauche préfère augmenter les impôts. Aujourd'hui, les Français et les entreprises sont les plus imposés au monde, les plus imposés dans l'Union européenne. Ce sujet de la fiscalité, mais on va continuer à faire un tour de table, Anne-Laure Blin, pour comprendre ce que les autres invités sur ce plateau souhaitent pour le pouvoir d'achat. Une question qui concerne directement nos téléspectateurs. Stéphane Buchou, le Premier ministre, a esquissé quelques pistes cette semaine. Par exemple, baisser les charges sur les heures supplémentaires ou encore réinstaurer la prime Macron, comme on l'appelle, créée après l'épisode des Gilets jaunes. C'est des mesures que vous défendez ? Alors ça, ce sont des mesures très concrètes, mais qui existent déjà. Et donc, pour répondre à votre question, à votre interpellation très concrète de mesures qui pourraient être mises en œuvre, mais qui feront l'objet effectivement du débat parlementaire lors de l'examen du budget, moi, je suis favorable à ce qu'on rapproche le salaire net du salaire brut. Par quel mécanisme ? Alors, il faudra vraisemblablement réduire
par exemple la CSG, la CRDS. Alors la CSG, donc c'est cet impôt indirect qui est sur les revenus, comme les salaires ou les retraites. Donc le direct, c'est une contribution totalement directe, puisqu'elle figure sur la fiche de paie. Je veux bien aller au bout de mon raisonnement. Alors, ce qu'on retire d'un côté, il faudra le compenser de l'autre. Et effectivement, il faut aller voir du côté, moi je crois, de la fiscalité. Et moi je ne suis évidemment pas opposé, je suis plutôt favorable à ce qu'on regarde du côté de nos compatriotes qui sont parmi les plus aisés. Alors, encore une fois, pas de débat manichéen, pas de noir ou de blanc. Voilà, gardons ce débat pour juste après. En tout cas, pour résumer, valoriser le travail pour Anne-Laure Blin. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, vous augmenter le salaire net. Et je me tourne maintenant vers vous, Mathias Tavel. Même question, toute simple. Une mesure concrète pour ceux qui nous écoutent pour augmenter le pouvoir d'achat. Pour augmenter le pouvoir d'achat, si vous voulez une mesure, il y en aurait plein, mais c'est évidemment l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires. La vieille rengaine de la gauche. Madame Blin, je ne vous ai pas interrompu. Donc, c'est l'augmentation du SMIC, mais l'augmentation des autres salaires pour que ça se diffuse dans l'ensemble des grilles avec une indexation des salaires sur l'inflation, comme doivent être indexées les pensions de retraite sur l'inflation, contrairement à ce que M. Bayrou voulait faire avec son année blanche et à laquelle M. Lecornu n'a pas renoncé. Parce que la grande question... Comment vous allez chercher l'argent d'augmentation des salaires dans les entreprises? Mais très facilement, Madame Blin, la grande question, c'est que depuis 8 ans que M. Macron est président de la République, ceux qui ont des revenus du capital, des actionnaires, des loyers, etc., se sont beaucoup enrichis, et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, se sont eux beaucoup appauvris. Donc ceux qui sont beaucoup enrichis doivent payer pour que ceux qui n'ont que leur travail pour vivre soient mieux traités, pour vivre dignement de leur travail, en particulier ceux qui vivent au SMIC et au-dessus, parce il ne faut pas tout tasser au niveau du SMIC. Il faut que la grille, ensemble, augmente. La même question, à votre tour, de proposer également une mesure en faveur du pouvoir d'achat, si vous deviez en garder qu'une, concrète. Tout d'abord, la France qui a manifesté hier, c'est aussi la France qui travaille. Et je trouve ça particulièrement méprisant de dire que ceux qui ont manifesté hier n'étaient pas ceux qui travaillent. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat et les problèmes de pouvoir d'achat, ils touchent tout le monde. Et il ne faut pas opposer ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient d'accompagnement social. Moi, j'ai rencontré la Banque alimentaire il y a quelques jours. Aujourd'hui, ils accompagnent des couples qui travaillent, des couples qui sont salariés. C'est ça la réalité des problèmes du pouvoir d'achat. Une baisse de la CSG, comme et donc, vous proposez. Nous, on a fait des propositions très concrètes au niveau du Parti socialiste. C'est pour agir rapidement, parce que je pense qu'il y a une urgence sur le pouvoir d'achat. Si les gens aujourd'hui sont désespérés, alors concrètement, on a ce problème-là, c'est effectivement de baisser la CSG sur des gens qui touchent entre le SMIC et 1 fois 4 le SMIC pour récupérer assez rapidement entre 500 et 900 euros de pouvoir d'achat par an pour relancer le pouvoir d'achat. Parce que si on est aussi dans une situation économique difficile, c'est parce que on n'a pas aujourd'hui une consommation suffisamment dynamique. Et puis je le dis aussi, il faut agir sur le logement. Le logement, c'est la politique oubliée par Emmanuel Macron depuis 2017. Et aujourd'hui, le logement, il pèse énormément dans le pouvoir d'achat. Pour ce qui est en tout cas du budget, on va avancer, messieurs. Je pense que c'est important aussi d'aborder... Plusieurs ont évoqué la baisse des cotisations. On va y venir, mais d'abord, une proposition qui a été dans l'air, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines et qui, je pense, intéresse nos téléspectateurs, c'est celle de la taxation des plus riches, avec notamment la taxe Zuckman, dont on a parlé du nom de cet économiste Gabriel Zuckman, qui propose une taxe de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Alors que je vais vous donner un autre chiffre important à avoir en ligne de compte, c'est celui de la dette, montant record, 3 416 milliards d'euros. Ça représente 116% de la richesse nationale. Fabrice Roussel, votre parti est un peu en position de faiseur de roi, comme on dit, à l'Assemblée. Et dans vos exigences, il y a clairement cette question fiscale. Pour vous, la taxe Zuckman, c'est à prendre ou à laisser. Si le gouvernement ne la retient pas, vous censurerez? Il faut plus de justice fiscale, parce que ça a été dit. Aujourd'hui, ce sont les hauts patrimoines, les plus hauts revenus qui finalement se sont le mieux sortis depuis au moins une dizaine d'années. Et dans le même temps, on demande aux salariés de faire des efforts et des sacrifices. Et on ne demanderait pas à ceux qui ont vu leur patrimoine grandement augmenter de faire des efforts. Donc oui, je pense que c'est une exigence forte. On ne va pas transiger là-dessus. La taxe Zuckman, je le dis, c'est finalement assez simple. C'est de s'assurer que les plus hauts revenus, 1800 foyers payent 2% d'impôt sur leur patrimoine. Et s'ils payent déjà 2%, ils ne paieront pas plus. Voilà. Mais c'est une simple mesure de justice fiscale. Et je pense que ça, c'est une exigence parce qu'aujourd'hui,
On ne peut pas dire aux salariés, on ne peut pas dire aux retraités que vous devez forcément payer plus, contribuer à la réduction du déficit. Une exigence, vous venez de le dire, le mot est fort. Stéphane Buchou, je me tourne vers vous. Évidemment, pour adopter un budget, vous avez besoin au moins d'un accord de non-censure de la part des socialistes. Vous allez devoir vous y rallier à cette taxe Zuckman ? Moi, je suis favorable, je vous l'ai dit, à ce que les plus aisés, les plus fortunés de notre pays contribuent plus et contribuent mieux au budget du pays. Est-ce qu'il faut ou pas instaurer la taxe Zuckman ? C'est pas aussi simple que ça. En tous les cas, moi, à titre personnel, je le dis, j'y suis opposé pour une simple et bonne raison, c'est que la taxe Zuckman, aujourd'hui, elle est totalement inopérante et qu'elle vient mettre en difficulté un certain nombre d'entreprises. Je vous donne un seul exemple. Je ne vous ai pas interrompu. Je vous donne un seul exemple. Mistral. Mistral, aujourd'hui, est valorisée, c'est une entreprise qui est valorisée aujourd'hui à 12 milliards d'euros. Dans l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle. Elle est valorisée 12 milliards d'euros. Si la taxe Zuckman était instaurée, eh bien, il faudrait que le dirigeant de Mistral, lui, paie 2% des 12 milliards de valorisation. Il ne les a pas. Et pour autant, il s'est exprimé publiquement sur le fait qu'il était prêt, lui, à contribuer dans le cadre de ce que nous venons de dire. Donc, Mathias Tavel, qu'est-ce que vous lui répondez ? Pas de taxe Zuckman. Juste pour terminer, il faut, et ça c'est le lieu du débat parlementaire, et c'est extrêmement important, il faut que tous ensemble, nous trouvions l'outil, le mécanisme qui permet de faire en sorte que les plus aisés de notre pays contribuent mieux et puissent protéger les plus fragiles et les plus précaires de notre nation. Un autre outil, mais pas la taxe Zuckman. Absolument. Pardon, vous pouvez juste présenter qui est Gabriel Zuckman. Pardon, parce que dans le débat public, sur le service public, on a droit à la taxe Zuckman dans tous les sens, mais est-ce qu'on peut juste présenter cet économiste ? Un économiste reconnu. C'est un homme de gauche, un militant de gauche qui est un inspirateur du programme de la France Insoumise. Donc, ne dites pas que c'est une taxe qui est sollicitée par l'ensemble des économistes de France, parce que c'est un militant de la France Insoumise, et donc il vaut mieux que les référence à une tribune qu'il a signée en faveur du nouveau Front Populaire. Et c'est un inspirateur précise du par programme rapport, économique par ailleurs, de la France Insoumise, à nos téléspectateurs qu'il est économiste au MIT, une prestigieuse université américaine. C'est un économiste reconnu internationalement et qui a travaillé sur une question particulière, qui est un militant, faut juste qui le est dire, l'évasion fiscale et comment les grandes multinationales ou les plus hauts patrimoines organisent le fait que leurs revenus, leur patrimoine échappe à l'impôt. Et la proposition de taxe qu'il fait, c'est une taxe minimale. Mais qui pèse sur l'outil de production, dit Stéphane Buchou. Permettez que je termine le raisonnement. Et qui confond absolument tout. C'est une taxe minimale qui s'assure que ceux qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, attention, 100 millions d'euros, c'est pas le petit entrepreneur du coin qui est propriétaire de sa petite PME, c'est pas de ça dont on parle. Eh bien, il paye à minima 2%. Et vous citez un exemple concret, celui de Mistral, cette entreprise de l'intelligence artificielle. Au titre de l'impôt sur la fortune immobilière, il ne sera pas concerné. Est-ce que vous voulez que les dirigeants de Mistral partent à l'étranger ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Il y a des solutions aujourd'hui avec des actions. Vous voulez faire partir pas tous ensemble. Toutes les énergies de France, vous voulez faire partir. Il est tout à fait possible de payer en payant sous forme d'actions, par exemple, la taxe, ou de les mettre dans un compte qui fait qu'ils seront payés quand il les vendra, etc., etc. Ne faites pas semblant qu'il y aurait un problème, parce que ça concerne 1800 foyers dans notre pays. Et ça rapportera combien, monsieur Tavel ? Ça rapportera entre 15 et 25 milliards d'euros, madame Blin. Hier, c'était entre 5 et 20 milliards. Alors, il faudrait juste aiguiser un peu les chiffres. Ceux qui se sont beaucoup enrichis. Mais je reviens sur le point du premier. Est-ce que vous êtes favorable à une taxe qui exclut l'outil de production et qui, effectivement, vient s'asseoir sur les principes. Mais non, mais parce que vous trouvez toujours. C'est exactement ce qu'on a fait sur l'impôt sur la fortune, si bien que ça a permis de l'évasion et de l'optimisation fiscale. Que vous défendiez les fraudeurs fiscaux, c'est votre droit, mais ce n'est pas le nôtre. Absolument pas. Moi, je ne la défends lutte pas. contre la fraude, c'est une demande que nous avons formulée. Moi, je ne défends pas les délinquants fiscaux, contrairement à vous, madame Blin. Les Républicains, Anne-Laure Blin également, se présentent comme les champions les adversaires résolus de toute hausse d'impôts. D'ailleurs, Bruno Retailleau, en meeting, régulièrement cite Ronald Reagan. Pour autant, pour ne pas tout bloquer, est-ce qu'il ne va pas falloir, de la part des Républicains également, accepter une forme de contribution sur les plus hauts revenus ? Mais je vous le dis tout simplement, nous sommes opposés à toute augmentation d'impôts. Quel que soit son nom, contribution, taxe, impôt, peu importe. Michel Barnier avait mis en place une contribution exceptionnelle. Est-ce que vous seriez prêt à la reconduire ? Barnier ni même le budget. Aujourd'hui, il y a un autre pan politique qui s'est ouvert avec un certain nombre de propositions qui sont portées dans le débat public par des hommes et des femmes de gauche. Et donc, moi, je vous le dis, aujourd'hui, la France, les Français font partie de ceux
qui sont le plus payés, fiscalisés au monde et qui payent le plus d'impôts. Donc clairement, la question, elle n'est pas sur est-ce que l'on va aller chercher de nouvelles recettes ? On ne peut plus. Parce que, Monsieur Tavel, en fait, ce que vous dites quand vous parlez de l'augmentation du SMIC, qui effectivement peut paraître alléchant, mais cet argent, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Mais oui. Cet argent magique, mais c'est pas de l'argent magique, c'est l'argent du travail, madame. L'argent magique n'existe pas. Mais bien il est le fruit de l'investissement des entrepreneurs de France. Il est le fruit du travail et de l'effort des Français qui, tous les matins, se lèvent et qui en ont assez de payer toujours pour un système qui se gave d'argent public et qui ne fonctionne plus au demeurant. Je suis bien d'accord avec vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est le tonneau des tonneaux. Les grandes entreprises se gavent d'argent public. Là où ça ne fonctionne pas. Les grandes entreprises se gavent d'argent public. C'est ce qu'a démontré le rapporteur du Sénat. 211 milliards d'aides publiques pour les entreprises. Madame Blin, vous parlez d'investissement. Est-ce que vous voulez augmenter la TVA sur la restauration, monsieur Tavel ? Madame Blin, on entend que vos positions sont clairement irréconciliables sur ce sujet. On avance. On avance si vous voulez bien. Madame Blin, ce ne sont pas les milliardaires qui investissent dans notre pays. Non, mais je veux juste que chacun puisse avoir la parole. Stéphane Buchou, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non pas à la recherche de... Madame Blin. Les Républicains portent non pas à la recherche de nouvelles recettes. En revanche, les économies sur les dépenses. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs la préoccupation première des Français, c'est faire des dépenses et faire des économies sur les dépenses. On ne vous mettra pas d'accord sur ce sujet. Redonnons la parole à Stéphane Buchou, on vous écoute. Non, je voudrais juste illustrer ce que les Français ne supportent plus. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer sur ce plateau. Mais c'est de votre faute, monsieur Buchou, arrêtez. C'est vous qui gouvernez depuis 8 ans. C'est vous qui gouvernez depuis 8 ans. Chacun peut finir une phrase. On ne peut pas finir de phrase. Non, mais c'est facile. Vous devriez déjà quitter Matignon. Je fustige rien. Les Françaises et les Français, et vous le savez, monsieur Tavel, et vous le savez, dans nos circonscriptions, nous demandent d'essayer de nous mettre d'accord. Non, pas du tout. Nous demandent d'abroger la réforme des retraites. D'aller vers des compromis. Et de rétablir l'impôt sur la fortune. On a l'illustration sur ce plateau que ça va être extrêmement compliqué parce qu'au final, c'est une vision face à 3 hommes de gauche, une femme de droite, effectivement, c'est manichéen. C'est-à-dire que c'est la taxe Zuxman ou pas, c'est on veut pas d'impôt et zéro impôt. Et donc, vous assumez l'augmentation des impôts, donc, monsieur Buchou ? Madame Blin, nous sommes députés, d'accord ? Et donc, dans une semaine, nous serons en train de débattre et nous avons l'impérieuse nécessité, l'impérieux devoir vis-à-vis de nos compatriotes de trouver un chemin commun. Et de ne pas leur mentir, de leur dire la vérité et de ne pas lâcher. Fabrice Roussel, je vais vous donner la parole dans un instant. Que chacun ait le même temps de parole. Mais d'abord, pour nos téléspectateurs, je voudrais un petit peu resituer le débat. L'équation, elle est apparemment inextricable. On vient de l'entendre. Faire passer un budget qui comprend une quarantaine de milliards d'euros d'économies pour que la dette soit stabilisée. C'est l'objectif du gouvernement. Sans majorité, on l'a déjà dit. Et sans passage en force. C'est l'annonce qu'a faite cette semaine le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Se passer du 49.3, on l'écoute. J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'1 an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions. On ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Renoncer à l'article 49 alinéa 3 ne doit pas nous faire renoncer à ce que la France ait un budget au 31 décembre. Et donc, c'est sur la base de cette nouvelle méthode, de cette rupture, où le gouvernement déporte encore davantage le pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat, que je vais pouvoir engager un certain nombre de discussions. Chiche, en quelque sorte, vous dit le Premier ministre, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est à vous de trouver des économies. Fabrice Roussel, vous accusez un petit retard de temps de parole. Pour vous, quelles économies, le Parti socialiste qui s'est dit prêt à faire des compromis, à trouver des économies, quelles économies concrètes vous proposez ? Est-ce que c'est sur l'État ? Est-ce que c'est sur les collectivités ? Est-ce que c'est sur le modèle social pour trouver ces milliards dont on parle ? Moi, j'insiste tout d'abord sur le fait qu'il faut retrouver la justice sociale et la justice fiscale. Si on veut retrouver un peu de cohésion dans ce pays, c'est ça qui doit nous animer. D'ailleurs, d'après un sondage, majoritairement, même les sympathisants des Républicains sont pour plus de justice fiscale. Voilà. Donc je pense que... Ça dépend comment vous le formulez, soyez honnête. En tout cas... Bien sûr, c'est que le débat fiscal nous passionne, mais il y a aussi la question des économies à trouver. Et en la matière, le PS dit on est prêt à faire des économies. Nous, on a proposé un plan tout d'abord qui fait en sorte qu'on ait des recettes nouvelles. Parce que oui, il faut de la justice fiscale, et des impôts nouveaux sur les plus hauts revenus, sur les plus hauts patrimoines, parce que finalement,
ces dernières années avec les politiques d'Emmanuel Macron. Ça a été des baisses d'impôts, ça a été de l'optimisation fiscale. Et oui, il faut revenir à un système plus juste. Donc c'est forcément plus de recettes fiscales, mais ça a été dit, sur 1800 foyers, sur des personnes qui ont plus de 100 millions de patrimoine, je pense que ça concerne peu de personnes dans ce pays. C'est évidemment aussi mettre à contribution les GAFAM, voilà, donc une taxe là aussi sur, on voit l'internationalisation des systèmes, et puis c'est aussi faire des économies sur le budget, bien entendu, sur voilà les dépenses de l'État, bien entendu. Sur quoi, par exemple sur différentes structures. On est prêt à ça. Vous parlez donc vous voulez bien supprimer l'ADEME, comme je le propose. Votre parti, les Républicains, propose de supprimer des agences. Exactement. Et par exemple, plusieurs figures de LR ont proposé de supprimer l'ADEME. Alors l'ADEME, c'est une agence qui se trouve à Angers, dans votre propre département. C'est 500 agents. Le maire d'Angers a parlé, Christophe Béchu, d'une hérésie. Vous maintenez, vous assumez, supprimer l'ADEME? Ah mais bien sûr, moi j'ai largement travaillé sur la question des agences, des comités consultatifs, Théodule, au moment de la loi sur la simplification. J'ai fait d'ailleurs énormément de propositions qui ont été adoptées en commission à ce moment-là. Il y a des lobbies qui sont mis en route pour revenir sur ces l'ADEME. suppressions. C'est ce que vous dites aux agents situés à Angers. Moi je vais terminer. Mais surtout, Madame Blin, supprimer un certain nombre d'agences qui sont aujourd'hui source d'énormément de gaspillage d'argent public. L'ADEME en fait partie, il y en a d'autres aussi, l'OFB, un certain nombre d'agences. Moi, j'ai recensé l'équivalent de 3 textes de propositions de loi que je vais déposer dans les prochains jours. Vous supprimez l'ADEME, c'est l'agence qui finance la transition écologique. Si vous voulez mais Madame Blin pense que le changement climatique n'existe pas. Je réponds Madame simplement Blin sur est une l'ADEME. climato-sceptique, donc c'est normal qu'elle soit contre l'ADEME. Vos critiques sont un peu faciles, mais si vous me Madame, laissiez terminer vos la propos... science n'est pas unanime sur la question du changement climatique. Ce sont vos propres mots, Madame Blin. Est aujourd'hui à l'origine d'examen de dossiers en matière de transition énergétique. Le ministère, l'ANA notamment, est aussi une autre agence on va pas faire une émission sur cette question-là. Des projets de rénovation énergétique. On a compris en tout cas votre position. Je voudrais donner également la parole à Stéphane Buchou qui vous écoute. D'instances qui aujourd'hui Stéphane Buchou, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a parmi les pistes évoquées, il y a la question de l'année blanche. Excusez-moi, Mathias Tavel, excusez-moi. La question de l'année blanche qui avait coûté par l'écologie. On ne s'entend plus, s'il vous plaît. Stéphane Buchou, je vous parle de l'année blanche. C'est une mesure qui avait été prise par Michel Barnier, qui d'ailleurs avait contribué à sa chute. C'était le fait de ne pas indexer sur l'inflation un certain nombre de revenus, comme les retraites ou comme les minima sociaux. Est-ce que ça pourrait être une mesure pour trouver des économies? D'abord, moi, je voudrais saluer l'annonce du Premier ministre de ne pas recourir au 49.3. C'est une demande forte. Et aujourd'hui, on se rend compte, au travers des réaction des uns et des autres, que ce qui était demandé depuis des mois, aujourd'hui, fait l'objet encore de discussions, ça va pas assez loin, etc. Moi, je salue cette décision, puisque on remet dans les mains des parlementaires, des députés, des sénateurs, la copie budgétaire. Et donc, je crois que c'est un élément extrêmement important, et qu'il faut quand même le saluer. Ensuite, sur votre question, qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'économie ? Les éléments ont été rappelés. Il y a des propositions sur une année blanche. Il y a des propositions d'économie au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales. Je pense qu'il ne faut fermer la porte à rien. De fermer la porte à rien, et c'est l'objet du débat parlementaire. Et d'ailleurs, on va se le demander maintenant, quelles sont les prochaines étapes? C'est Maxime Jacquelin qui nous explique cela. Eh bien, en théorie, la France doit avoir un budget au 31 décembre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu semble persuadé que ce sera possible, mais ça va tout de même être une course contre la montre. Car selon la Constitution, le projet de loi de finances doit être présenté en Conseil des ministres avant le premier mardi du mois d'octobre, c'est-à-dire après-demain, mardi 7 octobre. Il reste donc quelques heures seulement pour les ultimes négociations. Si ce timing est respecté, le texte ira devant le Parlement environ une semaine plus tard. Il fera la navette parlementaire. Députés et sénateurs auront 70 jours pour l'étudier, le voter. S'ils ne sont pas d'accord, on connaît la musique, commission mixte paritaire. Et si ça ne suffit pas, eh bien il reste le 49.3. Sauf que Sébastien Lecornu l'a annoncé cette semaine, il ne l'utilisera pas. En même temps, on s'en souvient, c'est ce qui avait entraîné la chute du gouvernement de Michel Barnier à la même époque et dans les mêmes conditions l'année dernière. On n'avait donc pas eu de budget à la fin de l'année, c'est le budget de l'année précédente qui avait été reconduit et il avait fallu attendre le mois de février pour avoir un nouveau budget. Alors rien de gravissime, mais ça avait conforté ce climat d'incertitude économique d'abord et politique également en France.
La France sans budget à la fin de l'année, voilà une hypothèse parfaitement crédible. On touche à la fin de cette émission. Je vais vous demander à tous les quatre, très brièvement, en quelques mots, de me dire ce scénario noir d'une absence de budget pour la deuxième année consécutive. Chacun d'entre vous, est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes prêts plutôt que des compromis? On commence par vous, Anne-Laure Blin. Ah non, mais il faut qu'on avance. Des compromis, pas à n'importe quel prix. On a évoqué l'élément de procédure du 49.3, mais en réalité, quelle est la copie présentée par le gouvernement et donc par le Premier ministre? Pour le moment, on ne la connaît pas. Donc il va falloir se positionner par rapport à ce qui sera proposé et travailler. Travailler à votre tour, Stéphane Buchot. Mais il faut être de bonne volonté. En quelques mots également, parce que l'émission touche à sa fin. Moi, j'ai une pensée pour nos compatriotes. Vous nous avez montré tout à l'heure celles et ceux qui ont manifesté hier, qui attendent beaucoup de nous. J'ai aussi une pensée pour les chefs d'entreprise qui attendent stabilité, visibilité pour les années à venir. Et ça passe par le vote d'un budget. Le vote d'un budget et des compromis. On touche à la fin de l'émission. Mathias Savel, pareil, en quelques mots. Et on est responsable. On le sait, vous appelez à la destitution d'Emmanuel Macron, donc pas de compromis. Parce que tout le monde voit bien que si le pays est aujourd'hui bloqué et dans l'instabilité, c'est de la faute du président de la République. Et d'ailleurs, M. Lecornu est un 49.3 présidentiel à lui tout seul. Mais la France, vous laisse le mot de la fin. France n'a pas besoin juste d'un budget. Elle a besoin d'un budget. Des compromis, mais pas à n'importe quel. Aujourd'hui, le compte n'y est pas sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur la taxation des hauts patrimoines, sur l'investissement dans l'écologie. Les services publics. La musique de Génération, on voit que c'était un débat passionné, bouillant, à l'image de cette assemblée qui va donc chercher à trouver un budget pour l'année 2026. Merci à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau. Et la semaine prochaine, on parlera des municipales. Vous retrouverez Virginie Charbonneau.